faut imaginer qu'à l'époque, ce lieu était à la fois extrêmement lumineux, en rez-de-chaussée, ouvert et à la fois très vivant, puisque ça devait grouiller en permanence avec tous ces serviteurs qui venaient manger quotidiennement, les 4 cheminées qui étaient là pour réchauffer l'atmosphère. C'est pas du tout un endroit calme. C'est un endroit tonitruant, le palais de la Cité. Il faut dire que le palais a toujours été un palais ouvert au public, en fait, aux habitants, aux administrés. Des centaines de personnes entraient et sortaient chaque jour. Donc c'est un palais au milieu de la cité, et ça l'a toujours été. Tout est prévu pour accueillir le peuple. Plus de 2000 personnes déjeunent au palais. Concierges, policiers, intendants. Les cuisines imaginées par les bâtisseurs sont immenses. Il reste aujourd'hui celle qui se trouve au premier niveau du palais. Les cuisines telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est un espace de plan quadrangulaire avec d'immenses cheminées établies dans les angles, ce qui est tout à fait original. Et on pense vraisemblablement que dans la partie supérieure, donc au niveau de la grande salle, il devait aussi y avoir des cuisines. Cette cuisine fait partie des plus grandes jamais réalisées. Pour la stabiliser, des arcs-boutants sont placés aux 4 coins de la pièce et des tirants de fer sont insérés dans les pierres. Aujourd'hui, tout l'espace du premier niveau du palais est conservé et témoigne de sa grandeur. Ce qui nous reste quand même, c'est la taille, tout simplement. C'est vraiment un lieu impressionnant par ses dimensions qui sont énormes, avec ce côté très régulier, très systématique des croisées d'ogives qui annoncent une architecture solide. Mais en regardant dans les détails, on s'aperçoit que tout n'est pas aussi symétrique et parfait. Et ce détail se trouve au sommet des piliers. On observe des différences dans la forme des supports, dans le degré de raffinement, de finition en fait, des chapiteaux. Au départ, dans l'espace où nous sommes, par exemple, les chapiteaux sont sculptés de manière assez belle, avec des motifs végétaux, bien sûr. Mais dans la fin de la salle, vers l'est, au contraire, on a des chapiteaux lisses, simplement. Et ça semble dû non pas à une restauration, comme on pourrait l'imaginer aussi, mais tout simplement au fait de vouloir aller vite, un peu à l'économie, j'allais dire, pour cette partie-là. Car les bâtisseurs sont pressés par le temps. Ils doivent s'atteler à la salle du haut, c'est elle qui va imposer la puissance du roi. On l'appellera la Grande Salle. Elle rayonnera dans l'Europe entière. La Grande Salle était extrêmement connue. Elle était gigantesque, avec de larges colonnes surmontées d'immenses sculptures qui représentaient tous les rois de France. Ça symbolisait la puissance dynastique. Et il faut imaginer que dans cette salle, il y avait des fêtes, des dîners, des banquets. On doit être à peu près à 68 mètres de long. Vous voyez, ce qui est énorme en fait, ce qui est même plus grand que Westminster à l'époque. Et donc clairement avec cette salle, le roi va marquer sa prééminence. C'est une vraie salle d'apparat. Et en effet, sans doute, c'était une des plus grandes salles d'apparat et palatiales d'Europe, en tout cas pour le XIVe siècle. La salle était nécessairement somptueuse puisque c'était l'espace de représentation du royaume. Composée d'une double nef, la charpente est en bois pour alléger la structure. Seule une rangée de piliers centraux soutient l'édifice. D'énormes poutres transversales maintiennent les voûtes pour éviter qu'elles ne s'écartent. Mais comment les bâtisseurs se sont-ils assurés de la stabilité de la salle? Par quels moyens ont-ils repris le poids de la salle du roi? Juste en dessous, dans la salle des gendarmes, les piliers n'ont pas tous les mêmes sections. Les piliers du centre sont plus épais que ceux des contre-allées. Dans la salle des gendarmes, il y a d'impressionnants piliers au centre. Ils servent de support pour les piliers qui sont dans la grande salle juste au-dessus. Ça explique pourquoi il y a autant de piliers si puissants au milieu de cette salle basse. Ils sont renforcés parce qu'ils supportaient la file de colonnes
de la grande salle supérieure. Donc c'est une question de soutènement vertical. Et il recevait tout le poids des colonnes supérieures et quand même le poids de toute la charpente. La salle haute va donc parfaitement s'aligner avec les piliers de la salle basse. Au final, la salle des gendarmes offre donc une assise avec des rangées de colonnes à intervalles réguliers pour soutenir la salle du roi. Mais malgré des piliers massifs, des croisées d'ogives puissantes, la structure de l'édifice n'est pas aussi stable que les bâtisseurs le souhaitent et au cours des siècles, il y a eu plusieurs problèmes qui ont fragilisé le bâtiment. Il y a eu un effondrement dans cette zone-là. Les voûtes se sont effondrées, donc vraisemblablement il y avait des problèmes de stabilité. L'humidité et le sol instable ont fragilisé l'édifice. Et très vite, il a fallu trouver une solution pour éviter que toute la salle ne s'effondre. On se rend compte qu'il y a eu un problème de stabilité dès le milieu du XVe siècle parce que toute la structure architectonique a été doublée à ce moment-là. Les nervures, précisément ce qu'on appelle les croisées d'ogives, ont été doublées véritablement pour soutenir la salle supérieure. Donc on sent qu'il y a dû avoir un problème de stabilité à ce moment-là. Dans la salle des gendarmes, chaque nervure de la croisée d'ogive est doublée par une nervure supplémentaire, beaucoup plus épaisse. Le diamètre des piliers est donc augmenté pour placer ces nouveaux renforts. Dans la salle adjacente, la salle des gardes, c'est la même chose. Toutes les nervures sont doublées. Les bâtisseurs avaient peut-être surestimé la puissance des ogives qu'ils avaient placées, qui au cours des siècles ont dû être renforcées. Malgré toutes ces précautions, un désastre vient s'abattre sur la conciergerie. Un puissant et incontrôlable incendie se déclare en 1618. La salle du roi est totalement détruite. Les bâtisseurs décident de la reconstruire quelques années plus tard, mais l'architecte va faire une erreur. Il n'a pas placé exactement les piliers à l'aplomb de ceux de la salle basse, ce qui fait que ça a provoqué un effondrement partiel des voûtes. Et donc au XIXe siècle, on va essayer de corriger ça en renforçant les piliers des travées centrales pour là aussi renforcer la structure. Toute la structure de pierre sera renforcée pour assurer la stabilité de l'édifice. Finalement, la grande salle d'apparat sera une nouvelle fois détruite pendant la Commune en 1871. Aujourd'hui, c'est la grande salle des pas perdus du palais de justice qui se trouve au-dessus de la salle des gendarmes. Elle conserve l'idée de la double nef avec des piliers centraux. Mais durant sa construction, les architectes ont ajouté un escalier. Et là aussi, il a fallu renforcer la salle des gendarmes pour supporter son poids. Quand le palais de justice va construire un grand escalier à l'étage, là aussi, il va falloir soutenir les voûtes de la conciergerie. Donc on a une série de piliers qui ne ressemblent pas du tout aux autres et qui ont été clairement ajoutés beaucoup plus tard. 4 grands piliers au milieu des croisées d'ogives viennent trahir ce problème de stabilité. Au cours des siècles, la conciergerie de Philippe le Bel va subir plusieurs transformations. Une partie va servir de prison à la célèbre Marie-Antoinette qui y sera enfermée. Puis elle va être oubliée pour servir de débarras. Les quais vont être surélevés pour canaliser le fleuve et protéger l'île des inondations. Il suffit de voir ici le niveau du sol de la salle. On a à peu près le niveau du sol de circulation médiévale ici et il faut remonter 2-3 mètres pour arriver au niveau de circulation du boulevard du Palais. En tout, le niveau de circulation de l'époque médiévale sur l'île de la Cité a été rehaussé de plus de 4 mètres. Malgré toutes ces modifications, la salle des gendarmes reste un témoignage précieux de la glorieuse époque des rois capétiens et du milieu du Moyen-Âge.
Il faut quand même mesurer qu'on parle de bâtiments qui ont une exceptionnelle longévité quand même, parce que là on parle de bâtiments qui ont été construits au tout début du XIVe siècle. Imaginez, aujourd'hui nous sommes au XXIe siècle, ils sont encore en place. Mais en plus, il y a toutes les constructions au-dessus qui se sont poursuivies avec des besoins changeants, évolutifs du palais de justice, avec des incendies qui sont passés par là, des inondations. Ce qui me fascine quand j'y emmène mes étudiants, c'est de leur dire que tout est encore là. C'est comme un palimpseste de ce qui a toujours été présent. Il y a la conciergerie qui soutient le palais de justice, et ça c'est incroyable. Et heureusement, il y a toujours la Sainte-Chapelle. Avec la Sainte-Chapelle, ces deux édifices demeurent les derniers vestiges du Palais des Rois et témoignent du savoir-faire des bâtisseurs de l'époque. Ils ont réussi à transmettre aux visiteurs du passé et du présent l'émotion qu'ils voulaient susciter. Je pense qu'il faut déjà voir, ne serait-ce que l'effet que ce type de monument fait encore sur ces visiteurs aujourd'hui, pour se rendre compte du choc culturel, émotionnel que ça a potentiellement pu provoquer chez les personnes, les contemporains du XIIIe siècle au niveau de la Sainte-Chapelle. Plus de 9 siècles plus tard, le Palais des Rois continue à rayonner sur l'île de la Cité. Et la Sainte-Chapelle se dresse toujours face à la cathédrale Notre-Dame.